8 millions de dollars de Tao volés, Jérôme Powell rassurant mais pas suffisant, mon plan sur Bitcoin. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris ce matin, pas mal de choses à dire et à voir d'un point de vue technique, d'un point de vue macroéconomique et aussi d'un point de vue actualité. Juste avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si cela n'est pas encore déjà fait et surtout à liker cette vidéo, je vous invite à le faire. Bien évidemment, on vous attend aussi dans le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe, je vous le rappelle. Vous avez tous les liens en bio et en description, c'est tout à fait public, gratuit et absolument ouvert à tous. Allez, c'est parti, on commence donc tous les matins avec un premier point sur les actualités et la première qui n'est pas du tout bonne. En effet, le réseau Tensor, donc de Tao, a été attaqué, a été hacké cette nuit et plus de 8 millions de dollars de tokens Tao auraient été volés. Alors, gros problème de sécurité sur cette blockchain qui est donc désormais à l'arrêt, hein. Le réseau a été totalement arrêté et le cours du Tao a totalement dévissé dans les heures qui ont suivi. Alors, il y a deux manières de voir cette news. Soit on le voit de manière négative et pessimiste en se disant que c'est probablement la mort du projet Tao et la fin de cette crypto, ou alors on le voit de manière positive et optimiste en se disant que c'est tout simplement une nouvelle opportunité d'achat. Alors attention, évidemment, il va falloir attendre de voir dans les prochaines heures les prochaines informations et de quelle manière la situation va évoluer, mais personnellement, mon avis, c'est que c'est plutôt quelque chose qui pourrait marquer un bottom et qui pourrait donc être une opportunité d'achat assez intéressante, en tout cas si la situation reste telle quelle. Donc c'est pas un conseil en investissement que je vous fais là, mais si le Tao est un projet sur lequel vous avez des convictions fortes, si c'est un projet dans lequel vous croyez, eh bien effectivement aujourd'hui acheter du Tao aux alentours des 230 dollars peut être une opportunité intéressante à moyen long terme. Maintenant, attention, il faut rester prudent. Effectivement, si on apprend que la situation s'envenime et qu'il y a des vraies problématiques de sécurité sur la blockchain BitTensor, alors effectivement, ça pourrait amener un retracement plus important. Je vous dis ça aussi parce que par expérience, et pourquoi moi je vois cette news d'un point de vue un petit peu plus positif et optimiste, par expérience, dans le contexte de marché actuel, eh bien ce genre de news en général marque le bottom et permet ensuite aux cryptos, aux projets de rebondir. Donc on vous tiendra au courant chez Blockchain Capital de l'évolution de la situation autour de cette actualité, mais c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. On enchaîne tout de suite avec une deuxième actualité. On parle beaucoup de stablecoin en ce moment, notamment parce que Circle est officiellement désormais le seul émetteur à pouvoir proposer des services de stablecoin dans la zone euro. Circle s'est tout simplement plié à la réglementation MiCA, ce qui n'est pas le cas de Tether et de l'USDT. Pour autant, Tether reste aujourd'hui le stablecoin numéro 1 avec 69,7% de part de marché. Maintenant, effectivement, et Circle d'ailleurs en a parlé, probablement qu'avec cette réglementation MiCA, l'USDC va gagner en part de marché, en tout cas dans l'Union européenne. C'est pour ça que moi personnellement je pense que Tether finira par se plier à la réglementation. Alors il faut savoir qu'il y a des petites différences entre l'USDC et l'USDT, des différences de collatéral, du stockage de collatéral qui n'est pas le même, puisque sur Circle, on a un stockage de collatéral qui se fait en banque, donc ce qui rassure les institutions, ce qui rassure les régulateurs, en fait, tout simplement, comme l'AMF, la SEC, etc. Là où, en fait, Tether stocke son collatéral plutôt dans des obligations. Donc, forcément, avec un risque un petit peu plus important, mais en même temps, on pourrait se dire aussi que d'une certaine manière, c'est une manière de se protéger en fait aussi. Puisque si malheureusement, on a des banques chez Circle qui font banqueroute, et ben en fait le collatéral il est baisé. Alors que sur l'USDT, on n'a pas ce problème-là. Mais on en a d'autres. Il y a aussi d'autres inconvénients. Donc voilà, en tout cas je trouvais la data assez intéressante à vous partager. On enchaîne avec un petit point politique désormais, avec Joe Biden qui s'effondre totalement dans les sondages. Alors il s'effondre en vrai, quand il est sur scène il s'effondre, et puis il s'effondre aussi dans les sondages, Joe Biden, puisque vous voyez qu'il a atteint les 21%, donc voilà, on se dirige vers une victoire de Donald Trump sans trop de surprise. En plus, il faut savoir que là, la Cour suprême des États-Unis
a émis un verdict positif pour Donald Trump. Donc c'est-à-dire qu'ils ont reconnu que effectivement il avait fait un certain nombre de choses, donc voilà, pas très démocratique, on se l'accorde, comme appeler certains sénateurs pour se rajouter des voix fictives, etc. Bref, il a essayé de truquer les voix, on va dire. Mais la Cour suprême considère que, étant donné qu'il était président lorsqu'il a fait ça, bah, il est immunisé, donc il n'y a pas de souci. Alors c'est un petit peu problématique, parce que bah, effectivement ça ouvre la porte à des dérives démocratiques assez importantes du côté américain. Je suis personnellement assez surpris du verdict de la Cour suprême, mais force est de constater que c'est la situation, la situation est telle quelle. En tout cas, Trump s'envole dans les sondages, c'est le scénario qui a le plus de probabilité de se réaliser, et c'est celui qui visiblement plaît le plus au marché pour le moment. Et Biden qui chute. Alors est-ce qu'on va avoir un changement de cap du côté démocrate avec éventuellement Biden qui serait mis de côté pour le remplacer par un autre candidat qui aurait plus de chances de gêner Trump? Personnellement, j'y crois pas. Il y a quelques rumeurs qui circulent à ce sujet-là, mais je pense que malheureusement pour eux, ils n'auront pas la lucidité d'esprit de faire ce choix-là. Et puis, on termine avec une dernière actualité qui va me permettre de faire la transition parfaite avec le point macro du jour, puisque hier, nous avons eu les résultats de l'inflation au sein de la zone euro. Alors, une inflation qui ralentit, mais pas l'inflation sous-jacente, l'IPC Core, donc vous savez que c'est l'inflation de laquelle on a ponctionné la volatilité des prix sur l'énergie et l'alimentaire, elle reste à 2,9%. Donc attention, d'accord, tout ne s'améliore pas parfaitement au sein de la zone euro. On a des axes d'amélioration, mais on a des axes de travail encore assez importants. C'est très très important de le noter. À savoir, je vous le rappelle, que la BCE, contrairement à la Fed, elle a déjà fait une première baisse de taux il y a quelques semaines de ça maintenant. Alors hier, on n'avait pas que des résultats du côté européen, on avait aussi des résultats du côté américain, avec notamment le rapport Joltz sur les nouvelles offres d'emploi qui a été publié. Donc vous savez que c'est un rapport macroéconomique assez important, surtout dans le contexte actuel et dans la semaine dans laquelle on est, et les résultats qui n'ont pas été forcément très très bons, puisqu'effectivement, comme vous le voyez, les nouvelles offres d'emploi ont augmenté. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas une bonne nouvelle, Alex? Plus d'emplois, tant mieux, etc. Bah ouais, mais dans la situation actuelle, c'est pas forcément ce que les marchés voulaient. Les marchés, ils veulent des datas déflationnistes. Et là, le fait qu'on ait de plus en plus d'Américains qui ont du travail, c'est plutôt interprété comme quelque chose d'inflationniste. C'est pour ça qu'il sera très intéressant d'observer aussi les résultats d'aujourd'hui qui vont nous apporter des précisions de ce point de vue-là, avec les inscriptions hebdomadaires au chômage et les créations d'emplois dans le secteur non agricole, les chiffres ADP, mais aussi le rapport NFP de vendredi. D'ailleurs, sur la journée d'aujourd'hui, on a une journée qui est axée autour des PMI de service, avec les chiffres qui sont tombés au sein de la zone euro ce matin, d'accord? Donc des chiffres plutôt mitigés, puisqu'on a des chiffres en baisse, mais qui baissent moins que prévu. Donc on reste dans une phase d'expansion économique dans le secteur tertiaire au sein de la zone euro. Ça, c'est positif, mais avec un chiffre qui ralentit quand même un petit peu, même s'il a ralenti moins que prévu. Cet après-midi, on aura aussi ce résultat-là du côté américain, qui est attendu en hausse sur le chiffre brut des PMI, mais qui est attendu en baisse sur le chiffre de l'ISM. Exactement comme ce qu'on avait eu lundi sur les PMI manufacturiers. Évidemment, là aussi, ce qui serait favorable pour les marchés, ce serait d'avoir un chiffre légèrement en baisse, puisqu'on sait que le secteur des services a été celui où l'inflation a été la plus résiliente, et donc ça serait plutôt positif de voir une légère diminution de l'activité économique au sein de ces secteurs-là. On aura aussi un nouveau discours de Christine Lagarde cet après-midi, les chiffres des stocks de pétrole brut, ainsi que les minutes de la Fed, donc le compte-rendu du FOMC qui sera publié ce soir à 20h. J'en profite pour faire un petit point sur le discours de Jérôme Powell hier soir, échange avec justement Christine Lagarde à la BCE. Il y avait aussi le président de la Banque centrale brésilienne ainsi qu'une journaliste de CNBC. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que Jérôme Powell, il a été plutôt rassurant. Il a adopté en tout cas un ton plutôt rassurant en disant que voilà, effectivement, l'inflation avait repris une tendance déflationniste et donc elle tendait vers l'objectif des 2%. Maintenant, il a rappelé évidemment, comme il le fait à chaque fois, et tout en étant particulièrement évasif, que la Fed prenait ses décisions meeting par meeting, qu'elle faisait en fonction des datas macroéconomiques qui lui parvenaient. Et la journaliste, qui d'ailleurs lui a très explicitement posé la question de si on allait avoir une baisse de taux au mois de septembre, évidemment, Jérôme Powell n'a pas répondu clairement à cette question,
En tout cas, pour le moment, les marchés tablent toujours à hauteur d'environ 60% pour une première baisse de taux au mois de septembre et bien évidemment pas pour le FOMC qui aura lieu à la fin du mois de juillet, puisque là, on a une quasi-certitude que les taux devraient rester élevés à 5,5%. En tout cas, Jérôme Powell, donc plutôt rassurant, mais peut-être pas suffisamment pour assurer totalement les marchés qui restent toujours en attente d'avoir des résultats macro justement beaucoup plus favorables et beaucoup plus encourageants. Peut-être que ça sera le cas vendredi avec la publication, on en parlait tout à l'heure, du rapport NFP. De toute façon, on sent qu'il y a toujours un petit peu de tension sur le marché. On le voit avec le taux à 10 ans qui ne fait que monter pour le moment. Et on le sent aussi du côté du dollar américain qui est très indécis, qui est très incertain autour de cette zone de polarité, comme vous le voyez ici en 4 heures. Alors, d'un point de vue prise de position, concrètement, qu'est-ce que ça change? Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? J'ai sécurisé ma position sur EuroGBP et j'en suis même totalement sorti. Donc là, on est sur l'euro et la livre sterling. Pourquoi? Parce que demain, il va y avoir les élections parlementaires au Royaume-Uni et je pense qu'un changement de gouvernement pourrait amener de la volatilité. Donc, je close ma position, un petit peu de profit. On verra début de semaine prochaine, après aussi les résultats des élections législatives en France, si on repart sur ce même scénario ou si on repart sur autre chose, en fonction de qui, entre l'euro et la livre sterling, sera le plus fort, très naturellement. Du côté d'euro-USD, donc là concerné directement par le dollar, vous savez qu'on était vendeur depuis le début de la semaine, on est revenu chercher nos prix d'entrée, mais absolument aucune réaction pour le moment sur cela. Donc, je ne suis pas re-rentré en position pour le moment. Ce que je vais attendre pour éventuellement me repositionner, c'est la mise en place d'une structure de retournement, une structure baissière pour aller chercher toujours nos objectifs en direction de cette zone de liquidité. Évidemment, j'ai aussi ce scénario-là, puisque je maintiens un cap et une réflexion plutôt haussière sur le DXY. Et du côté du GBP USD, toujours dans une optique haussière pour le moment, même si on n'est pas revenu chercher exactement mes prix d'entrée, ce qui ne m'a pas permis pour le moment de me positionner. Situation d'ailleurs similaire du côté de l'USD CAD cette fois-ci, que l'on attend toujours entre 1,35 et 1,36. Pas de changement de ce point de vue. Pour les indices, pareil, alors on a eu de belles réactions depuis hier sur le Dow, le Nas et le S&P 500. Sur lesquels, je vous le rappelle, nous sommes toujours vendeurs, alors avec des tailles de position très raisonnables et très mesurées, mais je reste quand même dans une optique de top local éventuellement sur les indices à moyen terme. Évidemment, on fera en fonction aussi des résultats macroéconomiques qui vont être publiés tout au long de la semaine, qui pourront apporter un sens un petit peu plus précis vis-à-vis de tout cela. En tout cas, on observe quand même pas mal de résistance et de résilience de la part des indices pour le moment. Donc c'est pour ça qu'on reste prudent et qu'on ne part pas pour le moment sur un renforcement de position, comme on aurait pu le faire dans un momentum un petit peu différent. D'accord? Donc c'est très très important de comprendre ça. Et puis du côté des indices européens, pas de changement, on est toujours vendeur sur le DAX et sur le CAC. Je vous ai déjà expliqué mes stratégies de ce point de vue-là. L'or nous fait une poussée extraordinaire en ce début de journée, après une belle prise d'appui sur cette zone de polarité. Très très beau rebond du cours de l'or, qui s'il valide ce mouvement en 4 heures, pourrait très bien aller chercher les 2370, puis les 2400 points, si tout se passe bien. Attention, on en parlait aussi tout à l'heure, mais c'est assez révélateur le comportement de l'or, des tensions qu'il existe et des pressions vis-à-vis de l'inflation aux États-Unis, qui sont d'ailleurs toujours maintenues aussi par le cours du baril de pétrole qui est toujours particulièrement élevé. Alors, pour rester sur les commodities, petit point sur une commo dont on n'a pas forcément trop l'habitude de parler. On va tout simplement parler aujourd'hui du cacao. On va avoir probablement, en tout cas on est probablement sur une fin de crise de l'offre sur le cacao. Vous savez qu'on avait les cours qui s'étaient totalement envolés et affolés durant l'année 2023 et sur le début de l'année 2024. On semble être à la fin de cette période de crise. On marque un double top en daily. La production de cacao, notamment au Côte d'Ivoire, qui est un gros pays producteur, devrait se relancer à partir de la semaine prochaine. Donc j'adopte plutôt une réflexion baissière dans les prochaines semaines sur le cours du cacao, d'accord ? Alors là, je vous ai pris le contrat futur, mais si on se met sur le CFD, voilà, c'est un petit peu plus lisible. On voit qu'on a une belle structure baissière aussi qui s'est mise en place. Donc moi, personnellement, je ne traite pas cette matière première-là, mais si je devais prendre une position, très sincèrement, hop,
pas long, short, ça ressemblerait à quelque chose comme ça, hop, en swing. D'accord? Voilà, à peu près ce que je pourrais prévoir en termes de prise de position sur le caca. Voilà pour les matières premières. On va terminer avec un point donc, sur le marché crypto et tout particulièrement sur Bitcoin aujourd'hui. Bonne nouvelle puisque Bitcoin est venu récupérer et combler la quasi-totalité du gap CME de ce début de semaine. Mais attention, il reste toujours la zone d'intérêt des 59 500 $ avec un autre gap CME à venir récupérer. Je vous rappelle qu'on est ici sur une zone de FVG OTE, d'accord, sur du 1 heure, et puis avec un cluster d'ordre très très important qui est toujours présent. Mais attention, on a observé des modifications assez significatives. Alors attendez, je vais juste rouvrir une page MobChart. Des modifications assez significatives du côté de l'order book quand même ces dernières heures et ces derniers jours. Un order book qui s'est un petit peu éparpillé et du coup un cluster à 59 500 qui est un peu moins précis. Par contre, regardez tous les ordres qui se sont placés en direction des 65 500 $. C'est vraiment impressionnant et ça me fait dire qu'on est peut-être plus très loin d'un bottom local à court terme et que BTC pourrait prochainement rebondir. Pour autant, pour repasser à l'achat, j'attends quand même un retour sur ma zone justement des 59 500. Alors d'autres indicateurs qui me font dire qu'on va probablement pas tarder à repartir à la hausse, c'est le comportement des acteurs du marché. Regardez les whales. Donc on prend en compte notamment la courbe marron, d'accord. Ils sont ultra acheteurs depuis plusieurs jours maintenant, alors que les retail sont vendeurs. Ça c'est clairement un signal qui est haussier. Et puis de toute façon, si on regarde à plus court terme, ça se confirme aussi avec l'open interest qui est en baisse, les funding aussi, ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de positions sur les contrats futurs qui sont ouverts en short. Et ça aussi, c'est un élément qui peut nous permettre de dire qu'on est peut-être proche d'un local bottom sur le cours du BTC. En tout cas, je vous tiendrai au courant de tout ce que je fais dans les prochaines heures, et bien directement dans le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si ça vous intéresse. Tout cela vous sera détaillé de manière approfondie, professionnelle et justement beaucoup plus détaillée, je vous le disais à l'instant. Donc on va surveiller cette situation-là. Sinon sur le reste du marché, donc je vous le disais, il y a éventuellement le Tao qui peut être sur des prix d'entrée intéressants, mais on a aussi Alephium et un certain nombre d'autres altcoins qui sont plutôt dans de belles configurations. Mais on en reparlera dans de prochaines vidéos. On arrive au terme de celle-ci. Je vous invite les amis à aller voir les autres vidéos que l'on vous partage quotidiennement sur la chaîne YouTube et évidemment à vous abonner. Et puis je vous invite surtout à nous rejoindre cet après-midi en live à partir de 15h15 pour suivre les annonces macro du jour, l'ouverture de Wall Street. D'accord. Vous aurez aussi un live à 18h avec mon associé Théo qui reviendra sur les actualités du jour. Et ce soir, pour les membres premium, un nouveau cours, une nouvelle séance de trading et d'apprentissage. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.